En 2015, en France, il y a eu des attentats terroristes dramatiques, Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Le terroriste qui a commis la tuerie de l'Hypercacher, qui a tué 4 personnes et une policière, il a 8 armes de guerre. Ces armes-là, elles ont été fournies à ce terroriste par un militant d'extrême droite qui s'appelle Claude Herman. Claude Herman, c'est un ancien militaire, un ancien mercenaire qui se retrouve impliqué dans un trafic d'armes, qui importe depuis l'Europe de l'Est des centaines d'armes de guerre. Et ce qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est que cet ancien mercenaire trafiquant d'armes, il est aussi indique pour la gendarmerie au moment où il vend les armes. Il a été indique pour les douanes juste avant ça, et quand il vend les armes, 6 mois avant les attentats, la gendarmerie, les douanes, la police, le renseignement, la police aux frontières savent tous, et on en a la preuve et on l'a écrit sur Street Press, qu'il vend et trafique des armes. Qu'est-ce qui se passe ? Rien ou quasiment. La police, certes, enquête. Elle ouvre une enquête, mais cette enquête tarde, met longtemps à agir. Il y aura 6 livraisons d'armes au domicile de l'épouse de Claude Herman, sans que la police, qui pourtant enquête à ce moment-là sur lui, ne s'en rende compte. Et les autres, c'est-à-dire principalement la gendarmerie, ne fait rien ou peut-être détourne le regard. Et les douanes ne font rien ou presque, jusqu'au lendemain des attentats, et il sera d'un coup arrêté 1 semaine après les attentats, alors qu'il était sous surveillance d'à peu près tout le monde depuis plus de 6 mois. Mathieu Mollard, je suis journaliste et rédacteur en chef du site d'information indépendant streetpress.com. En ce moment, à Paris, il y a le procès pour terrorisme qu'on appelle un peu rapidement le procès Charlie. Claude Herman a été entendu en tant que simple témoin. La logique officielle de la justice, c'est de dire que ceux qui savaient, ou en tout cas où on peut penser qu'ils savaient, que tout ce qui faisait contribuer à une action terroriste sont sur le banc des accusés à Paris. Ceux qui sont plus loin, qui ont participé de cette entreprise terroriste, mais où on pense qu'ils ne savaient pas, où il y a peu de raisons de croire qu'ils savaient, ont été jugés à part, et dans le cadre de cette filière d'armes, à Lille, dans un procès en 2017, et puis après en appel en 2019 à Douai. Juridiquement, ça tient. On ne peut pas dire en l'état qu'il y a eu une volonté de l'État de disjoindre, mais disons que ça arrangeait bien tout le monde. Le fait que ce soit jugé à Lille, loin, avec beaucoup moins de médias, au procès parisien, il y a à peu près 500 journalistes qui suivent le procès. À Lille, on était une dizaine à être présents dans la salle, permet de pas trop braquer les projecteurs sur les manquements de l'État et de certains de ses services. Si l'État avait empêché Claude Herman de fournir des armes à un intermédiaire qui lui-même les a fournis à Koulibaly, qu'est-ce qui se serait passé ? J'en sais rien. Est-ce que l'attentat aurait quand même eu lieu ? Peut-être, j'en sais rien. Mais la question peut se poser. Claude Herman, à la base, c'est un militaire. Sauf que il est viré de l'armée parce qu'il se retrouve en prison pour une affaire qui n'a pas grande importance. À partir de là, Claude Herman bascule et il devient à la fois un mercenaire, un homme de l'ombre assez trouble, qui va être impliqué dans une histoire très compliquée de faux coups d'État au Congo. Claude Herman, il sera impliqué dans une autre affaire extrêmement complexe, qui est un trafic d'armes entre la France et la Croatie. Au moment de la guerre, de la partition de la Yougoslavie a beaucoup d'armes parce qu'il y a un conflit, et à la fin de la guerre, la Croatie se retrouve avec plein d'armes. Et se met en place tout un tas de filières de revente de ces armes de guerre qui partent partout en Europe. L'une de ces filières mène à la France et mène à Claude Herman. Claude Herman est impliqué dans ce trafic d'armes. Lui-même le reconnaît, et avant même son procès, j'ai pu échanger avec lui par des canaux que je ne pourrais pas dévoiler, et il me dit « Oui, j'ai participé à ce trafic-là ». La France le sait tellement qu'elle participe à l'opération policière menée par Interpol qui amènera en Croatie à un énorme procès où des anciens hauts militaires croates seront condamnés pour avoir fait sortir et vendu ces armes. Et pourtant, la France n'ouvre pas d'enquête sur Claude Herman et le volet français. Ça, c'est le côté barbouze de Claude Herman. Et à côté de ça, il y a le côté politique. Claude Herman, il est membre du DPS, qui est le service d'ordre du Front National, pendant plusieurs années. Et après ça, à Lille, il est une figure identitaire clé et il ouvre un lieu, un bar associatif qui s'appelle la Maison Flamande, où se croisent à la fois des skinheads d'extrême droite, à la fois des identitaires, à la fois des membres du Front National et des policiers qui viennent trinquer dans ce lieu. Et c'est Claude Herman qui est au centre de tout ça. Claude Herman était jugé à Lille pour trafic d'armes, pour avoir importé
d'abord depuis la Belgique et après depuis la Slovaquie, des centaines d'armes de guerre. Il a été condamné 7 ans de prison en première instance, puis 8 ans en appel, le maximum étant de 10 ans possible. Il a été condamné, il a fait de la prison et aujourd'hui, il a purgé une grande partie de sa peine et c'est normal en droit français. Généralement, on sort un peu avant d'avoir fait la totalité de sa peine et donc le droit s'est appliqué à Claude Herman et aujourd'hui, il est en liberté conditionnelle et il a témoigné au procès parisien tout en étant libre. Il est arrivé libre, il est reparti libre. Claude Herman déjà a été entendu en tant que simple témoin à la demande des avocats et non pas. Il n'était pas initialement sur la liste des gens qui devaient être entendus. C'est une première chose qui est extrêmement étrange. Quand il est arrivé à la barre, le président du tribunal lui a posé un certain nombre de questions, mais qui étaient plus des questions d'ordre moral. Est-ce que c'est bien ou mal de vendre des armes? Est-ce qu'il arrive à dormir la nuit après ce qui s'est passé? Pas tellement de questions sur le fond, et notamment sur ce qui pour moi est le nœud du problème, ses liens avec la gendarmerie, avec les douanes. Après lui, étaient entendus, en tant que témoins, ses agents traitants, 2 gendarmes. Ils arrivent à la barre, le président du tribunal, le procureur de la République n'ont pas de questions à leur poser. Ça ne les intéresse pas. Le cas Herman révèle, met en lumière les zones grises de la République. D'abord, il y a le rôle d'Herman en Afrique. Nous, on a documenté ce faux coup d'État au Congo sur Street Press. On a retrouvé quelqu'un avec qui il était en prison. On a interviewé l'ancien chef du DPS, le service d'ordre du Front National, qui va l'envoyer en Afrique dans cette affaire-là, qui lui-même est un ancien officier militaire. Donc on est dans une zone grise où les liens entre des dictatures, une dictature, l'État français, et puis tout un tas d'intérêts compliqués sont flous. Herman, en France, il illustre autre chose, c'est ce qu'on appelle les indiques. Ces gens qui donnent des informations à des services de renseignement ou des services policiers, de gendarmerie, des douanes, en échange de quoi? Une petite rémunération? Quelques centaines, 1000 euros? Vous croyez qu'un homme qui vend plus de 200 armes de guerre, 1000 euros, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Pourtant, il est là, il donne. Qu'est-ce qu'il obtient en échange? Il obtient que l'État tourne le regard. Et c'est cette zone grise où, au prétexte de lutter contre du trafic d'armes, contre des stupéfiants, on se baigne et des agents de l'État français acceptent de laisser passer, de détourner le regard. Il y a cette espèce de flou de l'État français et Herman est une illustration de ça. Mais ce flou-là, il existe dans tout un tas d'autres dossiers.